Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview sur le sujet de la late reconversion. Et c'est le cas de mon invitée Sylvie Desrues qui s'est reconvertie à 59 ans. La reconversion tardive, c'est un sujet que je trouve important, car j'entends régulièrement des personnes qui me disent qu'il est trop tard pour se reconvertir, et également parce qu'en France, on sait que l'employabilité des profils dits seniors, même si je n'aime pas vraiment ce terme, est parfois complexe. Trop tard par rapport à qui ? Trop tard par rapport à quoi ? Est-ce qu'il y a un âge pour trouver le sens dans son travail ? Sylvie, elle, travaillait dans la fonction publique depuis plus de 30 ans et s'est reconvertie il y a 1 an en tant que correctrice-relectrice indépendante. C'est suite au confinement de 2020, puis son aventure sur le chemin de Compostelle et un carnet retrouvé, qu'elle décide finalement d'emprunter le chemin professionnel de la liberté et de la passion. J'ai beaucoup apprécié échanger avec Sylvie sur son parcours, sur l'évidence de son changement de métier, et je lui ai posé de nombreuses questions. Quel a été son tilt pour quitter la fonction publique et la sécurité du salariat ? Combien de temps a-t-elle mis pour vivre de sa nouvelle activité ? Est-ce qu'elle est inquiète pour sa retraite ? Et en quoi consiste son métier de correctrice-relectrice ? Bonne écoute ! Bonjour Sylvie. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Sylvie, je suis ravie de te recevoir à mon micro. Ensemble, on va parler de late reconversion, de reconversion sur le tard de la carrière. Tu vas nous raconter comment et pourquoi tu as décidé de te reconvertir à 59 ans. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, Sylvie, qui tu es sans parler de ton travail ? Ok, je vais essayer. C'est pas forcément un exercice très simple. Moi, ce qui m'anime et ce qui me nourrit vraiment, c'est tout ce qui est culturel en fait. Donc la lecture principalement, le ciné. Je suis une fan de ciné depuis vraiment très longtemps. Et puis également tout ce qui est expo, musée, vraiment culture au sens large. Donc c'est vraiment mes nourritures, on va dire. C'est ce qui fait c'est ce qui fait mon bonheur. Et puis ça c'est la tête, on va dire, le cœur. Et puis c'est les jambes aussi parce que j'aime bien la rando. Et il y a 3 ans maintenant, j'ai décidé de démarrer Compostelle, le chemin de Compostelle. Donc j'en suis à ma 3e étape et voilà, petit à petit, j'accumule les kilomètres et je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à Saint-Jacques, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'anime et qui me fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, je pense, pour dresser un peu mon portrait rapidement, hors Super. professionnel. Bon, bien sûr. Alors du coup, on va revenir au pro quand même. Quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui, du coup, Sylvie ? Alors moi aujourd'hui, je suis correctrice-relectrice. C'est-à-dire que je corrige l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, tout ce qui fait qu'un texte, au final, va être irréprochable, va être parfait, et puis va être aussi amélioré, parce que je vais aider aussi à travailler sur les répétitions, les lourdeurs, toutes ces choses. Donc je m'adresse à la fois à des particuliers, des romanciers, donc je corrige des manuscrits, mais je suis aussi en lien avec des entreprises pour des rapports d'activité, des newsletters,
Et puis là, très récemment, une ostéopathe pour corriger son blog, des cahiers de formation. Donc en fait, c'est un métier qui est très divers en termes de clientèle. Donc voilà, c'est un peu un métier de l'ombre, hein. Quand on dit qu'on est correctrice, relectrice, les gens savent pas forcément ce que c'est. Mais voilà en quoi ça consiste. Je travaille aussi pour une maison d'édition. Voilà, en gros, la définition de mon métier. Génial. Alors, je sais pas, Sylvie, on n'en a pas parlé ensemble, mais moi, à côté de mon podcast, j'accompagne des personnes dans leur transition pro. Et j'ai énormément de personnes qui sont passionnées par l'écriture, etc. Donc, je pense que ton parcours va beaucoup intéresser celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, C'était quoi ta vie professionnelle avant cette transition professionnelle? Parce que du coup, tu fais ça depuis quelques années, il me semble. Oui, j'ai Depuis... créé mon entreprise en 2022 précisément, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que j'ai démarré, sachant que j'avais entamé une reconversion pro, un an avant. Alors pour, voilà, faire le rewind, hein, de ma carrière professionnelle, rien à voir avec freelance, l'écriture, enfin les métiers autour du livre et de l'écrit. Moi, j'ai été plus de 30 ans dans la fonction publique. J'ai fait plein de métiers différents. J'ai été responsable financier, j'ai été chargée d'études, chargée de projet, dans beaucoup de domaines divers et variés. La voirie, les infrastructures, donc des domaines très techniques, le domaine médico-social, le domaine de la formation. Voilà, donc j'ai vraiment abordé des thématiques variées, avec des postes, on va dire en grande majorité des postes de management, soit du management direct, soit du management plus autour de la gestion de projet. Donc j'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Ça m'a très bien correspondu en termes de sécurité de l'emploi, etc. En revanche, pour ce qui était du sens de mes missions, diverses et variées, on peut pas dire que c'était vraiment au rendez-vous. Donc, ce qui explique cette reconversion sur laquelle j'ai vraiment, voilà, ça a été vraiment une décision très très importante, un gros tournant dans ma vie, ouais, effectivement, ouais. Et qu'est-ce qui a l'idée le changement des postes de l'un à l'autre quand tu étais dans la fonction publique? Parce que tu dis que tu as fait plusieurs secteurs, plusieurs types de responsabilités. Qu'est-ce qui a l'idée ces changements de carrière-là? En fait, c'était souvent quand je me sentais pas à ma place. Un jour, j'ai occupé un poste qui était essentiellement dédié aux chiffres. C'était un poste de chargé d'études statistiques, sachant que je déteste les chiffres. Mais au moment où j'ai postulé pour ce poste, il fallait que je change parce que le poste d'avant ne me convenait plus du tout et donc j'ai choisi un peu par défaut, donc ça a été vraiment compliqué. Sinon, on va dire, c'était plus des opportunités. Quand je suis devenue manager, ça a été une promotion, donc difficile de dire non à une promotion, mais on découvre la vie d'un manager, du management, et quand on n'est pas forcément à cette place-là de façon, comment dire, très positive et on se sent pas forcément légitime, c'est un peu compliqué. Donc il y a plein de raisons diverses et variées, mais c'est souvent la lassitude et le manque de sens qui ont fait que j'ai changé sans vraiment trouver chaussure à mon pied. Donc oui, 30 ans, ça paraît long, ça l'est. Heu, D'où mon très grand bonheur aujourd'hui d'être dans une autre dynamique, une toute autre dynamique. Mmh. Alors justement, quel a été ton tilt, Sylvie, pour te reconvertir il y a un an? Alors, mon kiff, curieusement, en 2020, on a tous été confinés suite au Covid, on est passé en télétravail et là, du jour au lendemain, je me suis retrouvée chez moi, plus de transport en commun, plus de réunions, qui ne servaient à rien, et j'étais très bien. Curieusement, moi, cette solitude devant mon ordinateur, être chez moi, m'a pas du tout pesé. J'ai eu un espèce de waouh, de respiration, d'apaisement et je me suis dit: «C'est le moment. C'est le moment de trouver quelque chose». Bon, j'avais pas forcément une idée très définie, mais je me suis dit: «La disponibilité», parce que quand on est fonctionnaire, on peut se mettre en disponibilité. Donc j'ai posé un an de dispo en me disant: «Je vois, c'est une parenthèse, je m'offre ça et je réfléchis, voilà, il faut que je fasse autre chose». Donc ça a été ce départ en disponibilité. Au début, on va dire, j'ai profité de mon temps libre, j'ai fait un bout de Compostelle, donc des choses super agréables, profiter de mes amis, de ma famille, voilà.
Et puis, rapidement, moi j'aime bien me sentir utile. Je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose de mes journées» et j'ai retrouvé un cahier sur lequel j'avais noté au fil des années, différentes idées de reconversion. Donc c'était très, très divers. Ça passait de ouvrir un salon de thé, vendre des fromages, être guide interprète, faire de la reliure et correctrice, relectrice. Et là, je tombe en arrêt devant ça. Et je me dis: «Mais oui, c'est un métier où je vais être, c'est de la prestation de service, je vais être chez moi, je peux être nomade, je suis pas obligée de rester à Lyon, je peux, travailler d'où je veux» et puis, donc je cherche une formation, je trouve quelque chose qui me correspond en termes de budget, de contenu de formation, et donc je me lance. Donc, je m'inscris à cette formation en ligne. Et voilà comment mon kiff a démarré. C'est vraiment mon petit cahier avec mes idées et d'un coup, arrêter sur ce métier parce que, ouais, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais ça a été une évidence C'est et génial. concrétisé après avec cette formation qui m'a vraiment énormément plu. Voilà. À quel, moment de ta vie ce cahier a émergé? Alors, ce cahier, il a émergé à la suite d'un bilan de compétences que j'ai fait. J'ai eu la chance de faire un bilan de compétences, à un moment de justement de ma carrière, mon poste de chargé d'études statistiques où ça n'allait pas du tout et j'ai sollicité un bilan de compétences qui m'a été accordé et là, ça m'a permis vraiment de faire vraiment un point sur, mes compétences, le fait que, en fait, j'en avais beaucoup, alors je pensais que, voilà, j'allais rester toute ma vie au même endroit. Ça m'a vraiment, confortée dans le fait que on sait faire plein de choses dont on n'a pas forcément conscience. On accumule beaucoup d'expérience et c'est quelque chose sur lequel on peut rebondir un jour. La preuve, ce bilan, je l'ai fait il y a quand même, je sais plus combien d'années, mais un certain nombre d'années et ben ça m'a aidée et ce cahier, j'ai commencé à le tenir à ce moment-là. J'étais partie dans une idée de toujours de fonctionnaire dans le domaine de la culture. J'y suis jamais arrivée. Et puis petit à petit, voilà, ce cahier, le salon de thé, ça m'a occupé un long moment. Puis il y avait trop d'investissements financiers à mettre en jeu, donc c'était pas pour moi. Et puis, ben voilà, correctrice, relectrice. C'est génial. Je trouve ça fascinant de voir que, en fait, il y avait déjà des réponses sur le chemin et qu'elles se sont activées, quand c'était le bon moment pour toi, quoi. C'est ça qui est Tout dingue. à fait. Et tu as dit le mot chemin. Le chemin de Compostelle, il n'a pas été quelque chose d'anodin. Ça m'a aussi, parce que je marche toute seule, hein, donc ça m'a aussi apporté une confiance en moi, une zénitude, un calme, une sérénité. Et je pense que ça m'a aussi aidé à faire ce choix de me dire, allez, c'est maintenant, t'y vas, quoi. C'est même pas tu sautes en parachute, non, c'est même pas ça, c'est, un quelque chose qui m'appelle et j'y vais, quoi. C'est incroyable. Et tout à l'heure, quand tu nous as dit, en introduction de l'épisode que tu avais, commencé Compostelle, à peu près, au même, moment, je me suis demandé, est-ce que toi, tu vois le lien entre justement, ce cheminement que tu fais sur le chemin, mais aussi intérieur et cette, cette «autorisation» entre guillemets que tu t'es donnée à changer de voie? Oui, c'est tout à fait ça. Compostelle, ça a été, je savais que je voulais le faire seule parce que, voilà, c'était une envie de marcher, d'être toute seule, d'avoir mon rythme, de m'arrêter comme je voulais et ça m'a vraiment, tout au long de ces jours, vraiment, je pense, apporté une confiance en moi et un immense bonheur d'être toute seule. Et c'est lié, se lancer en comme ça en freelance dans un métier qu'on connaît pas, je savais que j'aurais pas de collègues, que j'aurais pas de chef et ça, mais waouh, c'est la bouffée d'oxygène, c'est ça, c'est de l'oxygène, c'est une inspiration, c'est très fort, hein, très fort. C'est vraiment un élan, qui m'a accompagnée, que j'ai senti et un élan, une impulsion. C'est super. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais, que du coup, une fois que tu avais retrouvé ce carnet, que tu avais trouvé l'idée et que tu as eu vraiment cet élan, tu t'es formée. Ça a été quoi le processus pour trouver ta formation? Quelle formation tu as fait et comment ça s'est passé? Alors, moi, il faut savoir qu'étant fonctionnaire, même en disponibilité, j'ai jamais cotisé au chômage, donc je n'ai aucune aide de Pôle emploi.
pour une formation ou il y a une aide à la création d'entreprise, des choses comme ça. Moi, je peux pas en bénéficier. Donc, j'ai cherché une formation qui correspondait à mon budget et j'ai trouvé donc cette formation. Il y avait des bons avis. Le programme de formation semblait sérieux et donc j'ai suivi ça pendant 8 mois. C'était génial parce qu'on avait beaucoup de devoirs qui étaient corrigés vraiment de façon individuelle, personnalisée. Donc ça, super. En parallèle, j'avais beaucoup vu de choses sur le certificat Voltaire, donc des professionnels de l'écrit d'ailleurs, pas simplement des correcteurs, qui avaient ce certificat Voltaire. Donc je me suis préparée aussi en ligne à ce certificat pendant plusieurs mois, ce qui m'a étonnée parce que je pensais être très bonne en orthographe. J'ai vite compris que le niveau qui était exigé, il était difficile, donc j'ai fait plein de devoirs sur table, enfin, comme une écolière, mais j'ai adoré ça. Donc j'ai passé le certificat que j'ai eu avec un bon niveau expert, voilà. Ça m'a permis pour moi d'être crédible par rapport à oui aux prospects, aux futurs clients. C'est pas une fin en soi parce qu'on peut être très bon en orthographe, mais on n'est pas correcteur pour autant. En revanche, ça permet de gagner du temps parce qu'on repère plus vite les fautes les plus classiques en français. Donc c'est vraiment, ça facilite les choses et puis ça donne une notoriété, une crédibilité, ouais. Donc ça, c'était l'aspect formation. Après, ben, bien sûr, enfin après, en même temps, hein, les démarches administratives pour créer ma micro-entreprise. Donc ça, je me suis fait aider par la Chambre de commerce et d'industrie, où j'ai eu un accompagnement un peu sur l'aspect commercial, comment développer son entreprise. Et puis l'URSSAF, alors l'URSSAF bien sûr incontournable hein, pour créer son entreprise, avoir son numéro SIRET. L'aspect financier, parce que je voulais pas mettre mes œufs dans le même panier, comme on dit, donc j'ai gardé mon compte perso et je me suis renseignée sur les banques en ligne, donc j'ai trouvé quelque chose, c'est Blank, ma banque, qui est une banque pour les indépendants, qui j'ai trouvé très simple, service client hyper accessible, donc nickel. Donc petit à petit, j'ai mis comme ça toutes mes petites briques à mon édifice et j'ai eu mon numéro SIRET après ma première cliente. Parce que alors là, un jour, une proposition comme ça, une personne qui écrivait son premier roman et qui avait besoin d'une correctrice. Donc je suis un peu tombée des nues. C'était grâce à mon site internet, voilà, j'oublie quand même un truc. Mon conjoint, qui est un peu doué en informatique, moi beaucoup moins, m'a aidée et j'ai pu faire mon site internet assez rapidement. Donc ça aussi, ça a été, je pense, une aide, hein, quelque part, une vitrine aussi. Et donc, j'ai eu ma première cliente et la facture, je me rappelle avoir écrit Sirette en cours d'attribution. Donc Ah, c'était c'est impressionnant, quoi. J'en génial. revenais pas. C'est génial. En fait, tu as planté toutes les petites graines et puis ça a poussé plus vite que prévu, quoi, finalement. Ben, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Parce qu'après cette première cliente, j'ai eu un deuxième contact avec un étudiant, un doctorant en anthropologie, sociologie, qui m'a demandé pour sa thèse. Donc là, j'ai été vraiment franche avec lui. Je lui ai dit, je n'ai jamais corrigé de thèse, je démarre. Voilà, en revanche, je peux tout à fait vous accompagner. Voilà, donc deuxième client. Et puis après, de fil en aiguille, ça s'est mis en place petit à petit. Donc voilà oui, pour cet aspect administratif, mais qui n'a pas été très compliqué. Alors, c'est vrai que quand on dit j'ai eu 30 ans de fonction publique, je suis aussi à l'aise avec tout ce qui est administratif, lire des textes, me faire conseiller, enfin me renseigner. C'est pas quelque chose qui m'a fait peur. Euh, donc je me suis aidée aussi de ça, c'est ce que je disais, toutes ces compétences qu'on accumule et qui sont, ouais, qui un jour ressurgissent. Ouais, qui un jour font sens en fait. C'est un jour il y a le puzzle qui se fait et puis au final on se dit bon ben voilà j'ai fait ça c'était pas très agréable mais aujourd'hui ça me sert Bien sûr, pour mon ouais. projet. Hmm. Parce qu'après, Super. mais il y a eu bien sûr la com, il y a toujours hein, les réseaux sociaux, les publications. Donc la première fois où on appuie sur publier sur LinkedIn, c'est juste, on se sent comme un petit enfant en se disant oh là là, est-ce que ça va aller? Alors après on relâche tout ça, mais c'est ce que tu dis, c'est des pièces du puzzle et le puzzle il est toujours pas fini parce que chaque jour j'apprends, j'ai des nouvelles cordes à mon arc aussi. Donc c'est super. Par exemple, je propose des analyses de manuscrits, tu vois, si un auteur a envie d'avoir un avis critique sur ce qu'il a écrit avant la correction, c'est quelque chose que je propose, que je proposais pas du tout au début. Alors c'est pas le cœur de mon métier, mais c'est quelque chose que je peux faire aussi.
Donc c'est effectivement, oui, c'est plusieurs cordes à mon arc. J'aime bien aussi l'idée du bouquet de fleurs. J'avais fait un post un jour là-dessus, sur le fait que c'est comme un bouquet que j'agence. Voilà. J'essaye de rendre aussi le plus harmonieux et puis bienveillant parce que c'est des valeurs qui me sont très proches. Et c'est un métier extrêmement relationnel auquel je pensais pas. Donc là, c'est waouh, c'est encore plus génial. Et est-ce que dans l'écriture, parce que du coup, j'imagine que tu lis tout type de documents, tu parlais de romans, de supports aussi pour les entreprises, j'imagine que tu rentres quand même aussi dans l'ADN, dans l'identité des gens quand tu lis des romans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien professionnel? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que ça t'impacte, toi, en tant que personne? Oui, tout à fait. Alors, les textes vont être effectivement très variés parce qu'un rapport d'activité d'une entreprise, on va dire, ça va être quand même assez froid, précis. Donc, c'est certaines compétences qu'il va falloir mettre en jeu. En revanche, pour un manuscrit, donc ça va être un premier roman ou pas, l'auteur, il faut qu'il ait une énorme confiance dans la correctrice. Parfois, certains ont déjà eu une correctrice avec laquelle ça s'est mal passé. Et là, moi, j'ai toujours un entretien téléphonique. Je reçois un texte, mais je demande un entretien téléphonique pour bien comprendre, voilà, comment ça s'est passé avant, s'il y a eu ou pas déjà un professionnel, pour m'adapter et surtout, surtout donner confiance. Parce que confier son texte, on se dit, si ça se trouve, la correctrice va tout changer. Donc ça m'a été dit. On m'a aussi dit: «Oh la correctrice que j'ai eue, elle a tout passé à l'eau de javel». Donc l'image est hyper forte. Donc moi, c'est pas ça du tout. Moi, ma façon de travailler, et puis c'est le travail d'un correcteur, on doit douter et on doit être humble. Toujours l'humilité devant l'auteur. Si un auteur, son style, c'est un style parlé, c'est pas forcément un style littéraire, mais c'est le récit qui est comme ça, je vais surtout pas ajouter des formulations pour que la phrase soit bien belle, etc. Non, il faut que je respecte le style de l'auteur. C'est ce qui est le plus difficile. Vraiment, c'est un boulot d'humilité, de doute constant. Alors ensuite, il y a l'émotion par rapport à un texte. C'est vrai, je vais donner un tout petit exemple. Là, ma dernière correction, c'est un auteur qui raconte son enfance en Algérie, qui a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Il savait pas tellement pourquoi il était si différent des autres. Et au fur et à mesure de son évolution et du fait qu'il est devenu adulte, il a un jour lu un livre et il a compris qu'il était hypersensible. Et ça m'a touchée, voilà, parce que à titre perso, c'est quelque chose qui me parle. Et voilà, ça m'a ému. Donc on est parfois devant des textes, oui, où on découvre des choses, comme quand on lit un livre à titre personnel, hein, un livre qui va émouvoir au plus haut point, qu'on n'oubliera jamais. Euh, voilà, il y a ça, et puis il y a aussi la satisfaction de me dire, quand j'ai soit un retour téléphonique ou un retour par mail du client, de l'auteur qui dit: «Oh là là, mais si vous saviez, comme ça m'a été bénéfique, comme j'ai pris confiance en moi, comme vous m'avez aidé, je pensais pas que c'était à ce point-là». Donc ça fait chaud au cœur. C'est les signes de reconnaissance. Moi, j'en ai reçu très, très peu au long de mes 30 ans de carrière de fonctionnaire. Et ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai avec mon activité de correctrice, et je sais que je suis à la bonne place, je suis centrée et que c'est que du bonheur en fait. C'est beaucoup de bonheur. Il n'y a pas que du bonheur, hein. La vie d'un entrepreneur, d'un freelance, c'est pas que du bonheur, mais c'est Mhm. quand même énorme, énorme. C'est super. Et est-ce que sur ce chemin, ton entourage t'a soutenu? Ah oui, mon entourage, moi mes filles sont grandes, hein, je me suis reconvertie, j'ai 59 ans aujourd'hui, je me suis reconvertie il y a 2 ans. Je pense que mon entourage a été étonné, me connaissant avec, c'est vrai, on a une image, 30 ans, fonctionnaire, on est sur des rails, on n'en bouge pas jusqu'à la retraite. Quand j'ai annoncé mon projet, tout le monde a été mais ravi et m'a dit: «Ouais, c'est super, je te vois trop faire ça», voilà. Donc ouais, ouais, beaucoup de soutien, de compréhension et puis, ouais, de fierté, quoi. Mes filles, elles sont super fières de leur maman, quoi, et ouais, je suis contente de transmettre ça aussi. Heu, une femme, 57 ans, allez, on y va, quoi. Mmh. C'est pas rien. Mais alors ça, tu mets le doigt sur un sujet qui est extrêmement important,
c'est le fait que les femmes, après un certain âge, deviennent moins employables. Euh, Est-ce que toi, ça a fait partie de ta réflexion? Alors, ça n'en a pas fait partie parce que le dernier poste que j'ai occupé quand j'étais encore fonctionnaire, j'ai été recrutée, je crois que j'avais 55 ans à l'époque, j'y croyais pas. Je pense que c'est une souplesse, une intelligence peut-être dans le monde, dans le service public, d'employer, grâce à l'expérience, des gens de cet âge-là. Je connais pas le privé, j'ai jamais bossé dans le privé. Je sais, oui, que c'est effectivement, on est complètement, on est mis sur une voie de garage. Euh, Moi, j'ai pas pensé à mon âge, j'y pense toujours pas. J'ai jamais mon âge dans ma tête. J'ai 10 ou 15 ans de moins. Donc, l'âge n'a pas été une problématique, ça a plus été. Mais en fait, il n'y a pas eu de problématique, quoi. Ça a été, j'y vais, quoi. Hmm. Et du coup, ça a été quoi les challenges sur le chemin pour toi? Qu'est-ce qui a été moins évident dans cette transition pro? Alors, le moins évident, ça a été tout ce qui est numérique, me dépatouiller avec, créer mon profil LinkedIn, euh, me servir d'outils pour faire des petits, comment dire, des petits habillages, des choses comme ça. Donc ça a été difficile parce que j'ai l'âge où ça freine un peu. Donc ça. Et puis, bien évidemment, l'aspect commercial. Hein. Moi, j'ai jamais démarché. J'ai la chance, je pense, au téléphone, ça passe assez bien. Donc du démarchage téléphonique qui n'a pas forcément été positif, mais voilà, j'ai appelé des tonnes et des tonnes d'éditeurs, ça rôdait mon petit message. Bon, donc ça, oui, il a fallu que je me fasse violence. Il faut encore que je me fasse violence avec ça. Euh, mais en revanche, plein de petites formations, tu vois, des tutos, des webinaires, des personnes que je suis aussi sur les réseaux, des newsletters, des choses qui permettent de s'auto-former. Donc, je suis pas en, j'ai pas de point vraiment qui me freine ou sur lequel je suis en difficulté aujourd'hui. Non, non, non. Super. J'ai l'impression aussi que quand on est sur une voie où on sait que c'est la bonne place pour soi, les embûches sur la route, on a l'énergie et l'envie de les dépasser, quoi, Ouais, aussi, c'est tout à fait peut-être. ça. Tu as raison. C'est une énergie et puis récemment, je me suis dit et je me le dis, bah, c'est mon entreprise, quoi. C'est ma boîte à moi. Et des fois, bon, les gens veulent me conseiller, me dire, tiens, tu devrais faire ci. Alors, j'écoute, mais c'est mon truc à moi, quoi. C'est mon bébé. Et je me suis fait un vrai cadeau en prenant cette dispo, en entamant cette reconversion et en changeant de métier. C'est Ouais, c'est un vrai génial. cadeau que je me suis fait. Et puis, je suis Mmh. pas près d'arrêter, hein. Ouais. Alors du coup, ça c'est une question que j'avais pour toi parce que j'imagine que nos auditeurs et nos auditrices vont se poser la question comme moi je me suis posé la question. Comment est-ce qu'on envisage la retraite quand on se reconvertit à 57 ans? Alors, bah, typiquement, la retraite, je ne l'envisage pas, puisque, enfin, je l'envisage parce que par la force des choses, elle va arriver, mais mon activité étant tellement une passion que je vais continuer aussi longtemps que possible. Je n'arrive pas à me dire, bon, ben voilà, je m'arrête à tel âge. Alors qu'avant, mais avant, c'était ouf, il me reste plus que c'était le décompte alors plus que tant d'années, tant de mois, la retraite, enfin je ne bosse plus. Là non, c'est un travail sans être un travail. Je sais pas comment expliquer, c'est beaucoup plus que ça, c'est ça me ouais, euh, ça m'apporte beaucoup à titre personnel, voilà. Donc c'est pas comme un travail, c'est un métier passion, ouais, c'est ça. Et puis euh, c'est un complément de revenu. C'est vrai qu'on n'a pas abordé, peut-être qu'on l'aborde maintenant. C'est un complément de revenu pour moi qui sera un complément aussi avec le montant de ma retraite. Donc je suis pas comme quelqu'un qui a 20, 30 ans, qui va avoir sa petite famille, qui va devoir vraiment avoir son taf et à ce que ce soit plus qu'alimentaire. Je suis pas dans cette dynamique, donc c'est une grosse chance aussi que j'ai et qui m'aide à ne pas être dans la pression coûte que coûte. Ouais, ça c'est super important comme sujet.
C'était quoi, toi donc, tu disais, j'avais dans l'idée quand je me suis lancée que ce soit pas un salaire complet, mais plutôt un complément de revenu. Ça t'a pris combien de temps d'arriver à cet objectif-là financier? Ben, en fait, un peu plus d'un an seulement, parce que je suis bien évidemment mes courbes, hein. Je suis quelqu'un d'un peu organisé, puis ça me conforte, et donc je suis assez contente, même s'il y a des hauts et des bas. Mais si on lisse sur l'année, là, je suis en voie, même j'ai atteint, oui, mon objectif de complément de revenu, donc je suis vraiment très très contente, et j'espère le dépasser. Et puis il y a aucune raison que voilà, ça n'aille pas crescendo. Super. Et alors, que je t'ai découverte, j'ai lu sur une petite plaquette que tu m'as envoyée une phrase que j'ai trouvée géniale. Tu dis: «Je vois la sécurité du salariat comme un long fleuve tranquille où l'on s'ennuie à mourir». C'est exactement ça. Je peux dire que j'ai été dans un ennui associé à un manque de sens dans ce que je faisais. Il m'est arrivé, j'ai travaillé dans de très grosses collectivités locales, donc il m'est arrivé très souvent, quasiment tout le temps, d'avoir de très nombreux niveaux hiérarchiques au-dessus de moi. Ce qui explique que quand je rédigeais un courrier, une note d'orientation, enfin, je te passe les détails, il y ait 6, 7, 8 allers-retours avant que la version soit validée. Et ça, quand tu ajoutes ça sur le nombre d'années, comme ça, c'est quelque chose qui est usant, dont tu ne te rends pas forcément compte tout de suite. C'est hyper insidieux, et ça te fait un peu douter quand même de tes, tu vois, de tes compétences. Tiens, ben ça revient 8 fois, donc est-ce que j'écris bien? Est-ce que c'est donc oui, un ennui et un manque de sens, tout à fait, oui. Un long fleuve tranquille entre guillemets, parce que c'était pas tranquille, parce qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de remise en question, l'impression de pas être à ma place, ouais, ouais, ouais. Mmh. Mmh. Je fais le pont avec un épisode que j'ai enregistré avec Saverio Tomasella. Je ne sais pas si tu le connais. C'est Tout à un fait, oui. Ouais, psychologue, ouais. un docteur en psychologie et en management qui est spécialisé sur la haute sensibilité. Et à mon micro, il nous disait en fait, ce système de hiérarchie, il est complètement incompréhensible parfois pour les personnes qui sont très sensibles, etc. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu décris aussi, de ce truc de en fait, ça n'a pas de sens, quoi, toutes ces strates pour arriver à un Oui, but eh ben, qui pourrait être beaucoup écoute, plus simple. curieusement, tu as employé le terme d'autres sensibilités ou hypersensibilité, les 2 termes s'emploient. Hem, Tout ça s'est mis un petit peu en ordre au moment où j'ai décidé de prendre ma disponibilité. J'ai lu des livres, je me suis documentée et j'ai compris que des aspects de ma personnalité étaient des aspects d'hypersensible, et là, ça a été un comment dire? Un éclaircissement sur la façon dont je réagissais, surréagissais, ou au contraire me mettais en sommeil sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et j'ai pas choisi non plus ce métier d'indépendante seule aux commandes par hasard, c'est parce que ça me correspond aussi tout à fait. Et c'est dommage que je l'ai pas su avant, l'hypersensibilité, parce que je pense que j'aurais voilà, peut-être que j'aurais pris un autre chemin plus tôt. Mais c'est comme ça, les choses se font au moment où elles doivent se faire, et mmh. Mmh. Moi, sur le tilt, je parle beaucoup des formes de travail. Et puis, j'essaye, via mon podcast, de permettre à chacun et à chacune de trouver ses contours. Et je trouve que ton témoignage, il est super dans ce sens parce que on voit que sur le chemin, tu as appris à mieux te connaître et puis que tu as un peu mis les pièces du puzzle, les contours qui sont les tiens pour que ça se passe bien, ta fin de carrière, quoi. Donc c'est génial. En fait, le point essentiel, je pense, ça a été mon besoin d'autonomie et de liberté. Voilà, ce point d'arrêt du confinement et après mon chemin, le tilt, et cetera, ce kiff-là, c'est ça, c'est cette recherche d'autonomie, d'indépendance, heu, vitale. Génial. À Ouais, quoi j'emploie ressemble pas ton quotidien? l'adjectif par hasard vital, Mmh. parce que je m'étouffais complètement, auparavant. Mmh. Mmh. À quoi ressemble ton quotidien, du coup, aujourd'hui? Bah, il est assez varié mon quotidien, parce que je vais avoir, des grosses périodes où je vais être dans la correction, plusieurs heures par jour, mais avec de grosses pauses, parce que quand on corrige, au bout de 2 heures, voire moins,
Il faut s'arrêter, il faut aller s'aérer parce que ça demande beaucoup de concentration. Je vais être dans la prospection, donc au téléphone ou sur les réseaux, publier. Je vais être dans tout ce qui est facturation, devis, tenir à jour mes tableaux. Euh, c'est très divers. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre en fait. Donc c'est ce qui est sympa aussi. Ouais. Et puis Fini l'ennui. auto-formation. Donc je vais lire beaucoup, je vais écouter beaucoup de choses, des podcasts. Voilà, c'est ouais plein de petites choses voilà, qui coulent comme un long fleuve tranquille. Mmh. Mais le long fleuve tranquille, réjouissant, celui-ci. Exactement, exactement, oui. Ouais, ouais, ouais. Génial. Et c'est quoi les spécificités d'une late reconversion selon toi? Les spécificités d'une late reconversion, euh, en termes humains, tu veux dire? Ouais, ou en termes de possibilités, peut-être de peurs rencontrées aussi. Je pense que oui, ça peut être un mélange de choses où on se dit, c'est plus de mon âge, pourquoi tout ça? Tu vas galérer, à quoi bon? Reste à ta place. C'est toutes ces choses-là. Oui, ah oui, le truc essentiel. Le syndrome de l'imposteur. Alors ça, oui. Ça, je l'ai eu au début. C'est un peu normal, hein, parce que on fait une formation, on suit une formation, on a une attestation, on a le certificat Voltaire, mais on sait très bien qu'on débute dans le métier. Donc on se dit, comment je vais être légitime? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Et jour après jour, quand on a sa première expérience, une deuxième, on se dit, ouais, je suis à la bonne place. Et puis moi, j'ai inventé un truc. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai vu un jour sur un post et je me suis dit, c'est trop bien. C'est le bocal des célébrations, le bocal de la reconnaissance. J'ai un bocal avec un couvercle et dans lequel je mets plein de petits papiers de post-it de couleur sur lequel j'inscris soit un truc à moi, soit le nom d'un client qui m'a fait confiance. Et donc, mon bocal, il est bien rempli. Et des fois, quand j'ai un petit coup de mou, parce que ça arrive, hop, j'ouvre mon petit couvercle, je pioche et je trouve un petit mot. Et ça me réjouit. Voilà, donc c'est mon petit bocal de la reconnaissance, de la gratitude aussi. La gratitude, c'est un mot, je trouve, très puissant. La gratitude envers les personnes, celles qui m'ont envoyé des signes de reconnaissance. Et puis la gratitude envers moi, de me dire, eh ben ouais, tu y es, quoi. Voilà, tous les jours, tu continues et chapeau, t'es fier de toi, t'as monté ta boîte, et ben tu peux être fier. Mm. C'est super. J'ai 2 dernières questions pour toi, Sylvie. Ce serait quoi ton conseil ultime à quelqu'un qui aimerait se reconvertir vers ce métier de correctrice-relectrice? Alors, je vais te dire le conseil ultime que j'ai d'ailleurs donné à une femme de mon âge qui a envie de se reconvertir, qui m'a contactée et avec laquelle on a échangé par téléphone. Je lui ai dit, regardez toutes les compétences que vous avez accumulées et ayez confiance. Ça paraît bête, mais vraiment s'arrêter sur ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a fait dans la vie, tous les hobbies, les loisirs, tout ça, s'arrêter. Et avec ce paquet cadeau, on va dire, qu'on a en soi, c'est des choses positives. On peut se faire son petit bocal, hein, d'ailleurs, des compétences. Et se dire, eh ben oui, j'ai confiance et ça va le faire. Génial. Ma dernière question pour toi, c'est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, qui te conseilleraient tout au long de ta carrière de correctrice-relectrice indépendante, qui est-ce que tu mettrais dedans? Ah, j'aime bien cette question. Elle est pas forcément très simple parce que il y a plein de personnes inspirantes pour moi, mais je dirais en un, ce serait Simone Veil parce que l'intelligence de cette femme,
sa ténacité et son courage, respect total et une personne très inspirante pour moi, oui. En 2, parce que je suis fan de ciné, je l'ai dit au début, ça serait un acteur que je trouve engagé et droit dans ses bottes, ce serait Vincent Lindon, parce que j'aimerais bien, voilà, échanger et recevoir cette conviction, cet engagement. Voilà, ça me plaît bien, ça me parle bien. Et en dernier, ça serait petite pirouette musicale, ça serait Bob Marley. Parce que quand on écoute j'adore. Bob Marley, on a le soleil qui rentre par la fenêtre, on a la chaleur dans son cœur. Et puis parce que des fois, quand ça va un peu moins bien, on écoute Everything's Gonna Be Alright. Tout va bien aller, tout va bien se passer. Et voilà, ça peut être un mantra assez sympa, Bob Marley et son J'adore. sourire. Génial. Alors, ce board est incroyable. Simone Veil, Vincent Lindon et Bob Marley. Il est éclectique, mais il est hyper complet. C'est mon éclectisme à moi et puis c'est mes passions et voilà. Super. Génial. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de nous partager sur ta transition pro, Sylvie? Juste dire que j'adore transmettre justement mon expérience, parler de mon expérience. J'avais pas conscience que ça pouvait inspirer d'autres personnes et j'en suis ravie. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je souhaite tout le meilleur à tous ceux qui hésitent peut-être et je leur dis mais allez-y. Au pire, qu'est-ce que vous risquez? Everything's gonna be alright. Génial. Magnifique conclusion, Sylvie. Je mettrai tous les liens pour te retrouver dans la description du podcast, sur LinkedIn, ton site internet également. Et merci beaucoup pour ton témoignage lumineux et qui donne la pêche. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup Léa. Merci pour tout ça. Merci à toi. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il vous aura inspiré et peut-être même aidé si vous aussi, vous avez envie de vous reconvertir et que vous pensez que votre âge peut être un frein. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le titre. Alors je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt.